Et, comme de coutume, nous ne présentons plus Annie Lacroix-Ry, on ne la présente plus, et donc nous allons passer tout de suite à la présentation de son livre très attendu, et si j'en juge d'ailleurs, Bonjour. faites le topo. Tu vois, c'est la ligne 13. Les victimes de la ligne 13. Les victimes de la ligne 13, probablement. Donc on va quand même commencer. Hein. Et donc, Annie va nous parler du plan Marshall. Juste un mot de ma part, c'est que, y compris, j'attendais personnellement ce travail parce que, je suppose que tu ne vas pas me détromper, il n'existe rien de sérieux là-dessus. Et pour les gens de ma génération, on attendait donc impatiemment d'enfin d'avoir des éléments sérieux qui vont confirmer tout le mal qu'on pensait de cette affaire. Et là-dessus, je te passe la parole. Alors, je suis d'autant plus contente d'avoir fait ce livre que ça me permet de renouer, au fond, avec le tout début de ma carrière. Puisque ma thèse d'État portait en partie sur cette question. J'étudiais ce que j'appelais deux stratégies de la reconstruction, une stratégie d'indépendance nationale portée par le Parti communiste français et la fraction très majoritaire alors de la CGT qui lui était très intimement liée. Et puis, je dirais, la stratégie majoritaire, celle qui l'a emportée et qui ne comptait que sur les États-Unis pour sortir de la France des difficultés où l'avaient placé l'avant-guerre et la guerre. Et il se trouve que ça bénéficiait d'une situation favorable parce qu'on se décidait, au début des années 70, à ouvrir les archives du Quai d'Orsay. Vous savez qu'à l'époque, les archives nationales n'étaient pas du tout ouvertes, qu'elles ne l'ont pas été d'ailleurs sur l'avant-guerre avant 1999, sur la guerre pas avant les années 90, mais il y avait, m'avait expliqué la responsable des archives contemporaines, une très vive satisfaction de donner à de jeunes chercheurs, à l'époque j'étais très jeune, de donner aux jeunes chercheurs accès à des archives qu'avaient pu consulter les Américains, mais pas les Français. Voilà, ça c'était le début. Après, ça s'est gâté quand la thèse a été soutenue et que des morceaux en ont été publiés. Alors, il y avait déjà beaucoup d'archives, mais, et je dois vous dire d'ailleurs, ça m'a frappé, puisque je suis retournée en 2021 et 2022 aux archives du Quai, parce que j'ai pour habitude de ne jamais faire un livre sans retourner aux archives, même quand j'ai des stocks. Et j'ai découvert avec surprise que les plus gros dossiers économiques, ceux que j'avais vus il y a 53 ans, non, j'exagère, un petit peu moins parce que j'ai commencé les archives du Quai, je pense en 76 ou 77, c'était toujours dans d'énormes cartons, pas classés, mais alors c'est énorme, hein, alors que vous savez, ils sont bien faits. En général, les cartons du Quai, ils sont numérotés, d'ailleurs vous ne pouvez pas... Il doit être très difficile de voler les documents parce qu'ils sont paginés, là rien de paginé, énorme. Bon, et c'était encore pire que ce que j'avais vu au début. Et puis, je dois dire que on vit, vous le savez, dans une situation qui est, sur le plan de la recherche scientifique, à beaucoup d'égards, bien pire que dans les années 70-80. Les archives se sont ouvertes, c'est incontestable, mais l'envie de les consulter n'a pas grandi, elle affaiblit. Et elle affaiblit en raison de ce qui peut sembler chez moi une marotte, qui n'est pas une marotte, et je dois vous dire, en faisant ce livre, vraiment, j'ai tenu beaucoup à y insister. Il est clair que la méthode de travail de l'Institut d'études politiques qui a pris le contrôle de l'histoire contemporaine en France, réellement le contrôle, parce que la plupart des thèses contemporaines, et en particulier celles de relations internationales, émanent directement
de Sciences Po, eh bien, la méthode devra être bannie à terme, qui consiste à réunir des colloques avec petits fours. Enfin, c'est pas que je sois a priori contre les petits fours, hein. On peut avoir des petits fours très honorables, mais avec des ministres, des gens très importants, des dirigeants politiques, sous l'égide d'institutions bien posées, pour demander aux contemporains ce qu'ils ont fait. Or, plus les contemporains ont été importants, plus ils mentent. C'est logique, ça viendra peut-être dans la discussion. Et à quoi vous vous apercevez qu'ils mentent, c'est pas du tout une mauvaise pensée de ma part, c'est que entre ce qu'ils racontent et ce que délivrent les archives originales, il n'y a rien de commun. Mais ce que j'appelle rien. Alors, quand j'avais fait ma thèse, c'est vrai, beaucoup avaient chipoté en disant que je n'avais... Mais mon sujet, c'était quand même la CGT et la reconstruction. Avaient chipoté en disant que j'avais négligé les archives américaines, etc. Mais les archives françaises étaient bien fournies, et puis désormais, j'ai consulté les archives américaines. Elles sont pires que les françaises, s'il était possible. Donc c'est clair, les archives originales mettent le lecteur sur une planète totalement différente de celle qui régit aujourd'hui les thèses de sciences politiques agréables par des jurys et agréées par ces jurys. Alors, est-ce que j'allais enfoncer une porte ouverte ? Ben non, je n'allais pas enfoncer une porte ouverte qui était ouverte en 1980. Je vous rappelle, je regrette d'ailleurs de ne pas avoir lu ce livre avant d'avoir bouclé celui que je vous propose. Il se trouve que j'ai lu juste après un ouvrage que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été publié en 1979 sous la plume d'un éminent haut fonctionnaire et diplomate, puisqu'il a été même ambassadeur, c'est-à-dire Jacques Thibault. Je fournirai comme d'habitude évidemment toute la bibliographie. Et Jacques Thibault avait fait un ouvrage qui s'appelait « La France colonisée », que je viens donc de lire, et dont je vous recommande vivement la lecture. Il est exclusivement descriptif, mais un haut fonctionnaire qui, avant 1980, osait dire que nous étions dans une situation de détresse culturelle, de détresse économique, d'enfoncement, alors même que commençait à se dire que, et de plus en plus fort, que les États-Unis avaient sorti la France, comme l'Europe, évidemment, des difficultés énormes. C'était quelque chose, si vous voulez, qui était en quelque sorte publiable par un grand éditeur en 1979, puisque l'ouvrage a été publié par Flammarion. C'est devenu un type de littérature absolument tabou. Parce que un aspect qui apparaît largement dans mon ouvrage de ce qu'il faut considérer comme la colonisation de la France, mais qui n'est pas la colonisation de la France, qui est la colonisation, je dirais, de la zone d'influence américaine, c'est quelque chose qui est devenu quasiment impossible à dire. Alors, c'est intéressant de voir les courriers des lecteurs. Quelquefois, il se trouve que je regarde de temps en temps celui du Monde, que celui du Monde ressemble beaucoup à celui du Temps, le journal du Comité des Forges dont le Monde a pris la succession presque directe. Enfin, c'est vrai qu'il avait fermé ses portes après le débarquement américain en Afrique du Nord, mais voilà, c'était le même journal avec souvent les mêmes collaborateurs, c'est-à-dire des lecteurs très, très conformistes. Or, on est quand même frappé dans le conformisme particulièrement renforcé ces 2 dernières années de constater qu'il y a tout de même une conscience de l'abaissement, il serait difficile qu'il en soit autrement, de l'abaissement considérable de la France et de l'Europe, qui a conduit un journaliste de la BBC à parler il y a 20 ans
d'un Premier ministre britannique qu'il qualifiait peu aimablement de caniche. Ça n'était pas, vous le savez, ça n'était pas la BBC, ça n'est pas un journal de second niveau. Et donc nous sommes dans une situation où ce que le politiste néerlandais Kees van Pijl a appelé la fabrication d'une classe dirigeante atlantique. C'est-à-dire que nous vivons dans une situation où non seulement les dirigeants économiques et politiques ne mettent absolument plus en cause les relations très inégales entre les États-Unis et leur sphère européenne, mais je dirais même dans une situation où l'ensemble de l'université, l'ensemble des milieux intellectuels ne se pose même plus la question. Et ça, évidemment, c'est un aspect qu'on voit dans la période que j'étudie, c'est-à-dire à quel point le contrôle économique s'est accompagné de contrôle politique et de contrôle culturel. C'est, vous le savez, ce qu'un ouvrage qui devrait être connu d'à peu près tous les Français a évoqué, qui a été publié par une aristocrate anglaise. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles elle a eu un accès d'ailleurs si facile aux sources et aux anciens dirigeants de la CIA, une dame qui s'appelle Frances Saunders, qui a fait un ouvrage en 1999 sur un organisme créé au sein de financé par la CIA et qui s'est développé à partir de 1949-1950, le Comité pour la liberté culturelle. Voilà comment cette dame, qui a renoncé d'ailleurs à l'histoire, a fait une histoire de l'influence culturelle des États-Unis, cette influence culturelle qui explique qu'aujourd'hui, on ne puisse plus poser la question de la dépendance française à l'égard des États-Unis, qui était une question courante, on le sait, à l'époque où De Gaulle est revenu aux affaires. Alors, il se trouve que moi qui travaille depuis très longtemps sur le plan Marshall et sur le plan Marshall stricto sensu, c'est-à-dire de fait la période 1948 et même courant 1948 et non pas 47, jusqu'à 50-51, puisqu'il y a déjà plus de plan Marshall à partir de 1951. En fait, j'ai été très frappée au cours de mes recherches par cette idée que finalement il y avait des défauts dans le plan Marshall, mais c'était quand même des défauts accidentels. C'était des défauts dus à des incidents récents. Alors, j'ai pensé que le plus simple, c'était de montrer comment la Deuxième Guerre mondiale avait en quelque sorte réalisé les objectifs des États-Unis, et les objectifs des États-Unis qui réclament là encore une réflexion, d'autant plus que, vous le savez, on nous explique en gros que les États-Unis sont venus secourir l'Europe essentiellement parce qu'il s'agit d'une démocratie qui était horrifiée par le risque pour l'Europe de tomber dans les griffes des bolcheviks. Déjà qu'une partie de l'Europe, malheureusement, tombait dans ces griffes, heureusement d'ailleurs, évidemment, a été sauvée récemment, mais enfin, il y a eu une période très très difficile, et que c'était par antisoviétisme, n'est-ce pas, mais par idéalisme, que ces choses s'étaient produites. Alors ça, c'était le premier aspect. Ça s'était fait en quelque sorte, comme disent mes collègues européistes, et je suis obligé de rendre hommage à Gérard Bossuat, qui est presque à la tête du courant. Mes collègues européistes expliquent souvent que les États-Unis, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, que les États-Unis ont pris des responsabilités qui leur sont tombées dessus
je dirais, sans qu'ils y eussent songé. Ils ont été en quelque sorte contraints. Et je me suis aperçu, au fil des nombreuses décennies de mes travaux, que tout ça n'était pas du tout politique ni idéologique. Mais alors, pas du tout. Alors, évidemment, c'est une gageure, hein, que d'oser démontrer que l'affaire est économique. D'autant que, vous le savez tous, l'histoire économique est quasiment morte en France. Hein ? Bon, alors il y a bien de temps en temps des nouveaux lecteurs du nouveau Capital qui ont oublié d'ailleurs de lire Marx, mais je veux dire de l'histoire économique et a fortiori de l'histoire économique et sociale, je peux vous dire qu'il n'en existe plus. Alors je le sais parce que moi j'ai commencé avec l'histoire économique et sociale, hein, des relations internationales aussi, mais ça a complètement disparu. Alors dans ces conditions, expliquer qu'une situation, alors que Sciences Po nous explique que les choses sont très politiques et que le politique est totalement autonome par rapport à l'économie et à la société, mais alors totalement, d'ailleurs totalement autonome par rapport au grand patronat qui n'a rien à voir dans l'affaire. Je fais allusion ici à une émission vieille de quelques années, de concordance des temps de M. Jeannonnet samedi, qui a fini par faire dire à Jean Garrigue, qui a d'ailleurs assimilé la leçon, que pas du tout, la question ne se posait pas du contrôle des partis politiques et des groupements politiques par le capital financier, parce que c'était la problématique de base ancienne de Garrigue, qui a fini par, au bout d'une demi-heure de harcèlement, qui a fini par reconnaître en effet que tout ça était très, très autonome. Eh bien non, il n'y a pas d'autonomie, et c'est l'économie qui gère les choses. Et alors quand vous travaillez sur l'économie, vous vous apercevez de quoi ? Eh bien qu'on est passé de la fin du 19e, où vous le savez, se sont affrontés divers impérialismes, je ne dirais pas de forces équivalentes, de forces un peu différentes, mais tout de même des très gros comme l'impérialisme britannique, et puis des gros quand même comme l'impérialisme français, et puis des de plus en plus gros comme l'impérialisme allemand. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire défiler le bottin parce que vous connaissez les colonisateurs, on en parle pas mal ces temps-ci. Et ces gens qui se bagarraient beaucoup, s'accordaient aussi, et en particulier avaient fini par, pour conquérir toutes ces zones qui aujourd'hui sont de mauvaise humeur, j'entends l'Afrique, l'Asie, voilà, le Proche-Orient, s'étaient entendus, vous le savez, pour finalement établir ce qu'on peut appeler des zones d'influence. Hein, pensez à la conférence de Berlin en 1886, où on se partage le bassin du Congo, tout ça. Enfin, bon. Et évidemment, c'était des accords tout à fait précaires, et vous le savez, qui étaient remis en cause très fortement avant 1914, et puis alors en 1914 tout à fait remise en cause, hein, parce que là c'était plus la transition de l'accord au début de désaccord, là c'était la guerre. Mais tout ça était tout de même assez différent du grand pays qui apparaissait dès 1890 comme la première puissance industrielle mondiale et qui avait un programme de conquête mondiale. Alors ça c'est tabou, hein, mais je dois vous dire que les archives, elles ne rendent rien tabou. Dans les années 1890 se met en place un programme de conquête qui est affirmé par les fameuses notes sur la porte ouverte de John Hay, dont on vous dira qu'elles sont propres à la question de l'influence en Chine, mais c'est faux. Il s'agit, de la part des États-Unis, de la revendication, somme toute, d'une zone d'influence unifiée. Ça commence par vous ne mettrez en aucune façon nos droits en cause, et ça continue par c'est tout pour nous. Alors je sais bien, c'est très difficile de l'admettre, mais c'est comme ça que nous incitent à faire les archives. Et alors, qu'est-ce qu'on constate ? La parfaite continuité
de 1890, je dirais, à aujourd'hui, en passant par deux étapes essentielles, les deux guerres mondiales, la parfaite continuité de l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est l'objectif d'abord, passant par l'affirmation qu'aucune zone n'est interdite aux États-Unis. Aucune. Que non seulement aucune zone n'est interdite, mais que toutes les zones sont revendiquées. Et ça passe par deux phases essentielles que vous verrez très bien résumées. Bon, il n'est pas historien, mais il renvoie à des historiens, par Kees van Pijl, notamment dans un ouvrage qui mérite traduction, qui s'appelle donc La classe dirigeante atlantique, qui n'a jamais été traduit, dont la première édition remonte à 1984, la deuxième à 2012, mais toujours pas traduit. Et qu'est-ce qu'il explique? Et il a tout à fait raison, et c'est corroboré par toute l'histoire stricto sensu, fondée sur les archives, c'est-à-dire que à partir des années 1890, est élaboré un programme. Ce programme, c'est celui de Wilson en 1918, c'est celui de Roosevelt, vous me direz pas seulement en 1944, en 1941, avec la déclaration d'août 1941, n'est-ce pas, la grande déclaration atlantique contresignée par Roosevelt et Churchill. C'est le même programme. Quand j'étais lycéenne, on m'expliquait que Wilson était une espèce de professeur nimbus, vous voyez, qui sortait de Princeton, qui avait un chapeau haute forme, voilà, et puis qui n'avait pas vraiment compris. Bon, ça c'est une légende. Et il est indispensable de lire ce qu'est le programme de janvier 1918 et ce qu'est la déclaration de l'Atlantique du 14 août 1941. Lisez-les, parce que rien qu'à leur lecture, vous verrez quel surcroît de puissance était intervenu au bénéfice des États-Unis à la faveur de la puissance financière considérable que leur permettait de déployer les guerres mondiales. Alors, voilà comment tout ça nous amène, évidemment, à écrire, parce que les archives le prouvent, qu'au contraire de ce qu'on nous serine depuis 75 ans, les États-Unis, enfin plus de 70 ans, les États-Unis n'ont pas reconstruit l'Europe, ils ont freiné la reconstruction de l'Europe. Je l'ai dit dans ma thèse de 1980, inutile de vous dire que ça m'a valu quelques difficultés. À commencer d'ailleurs par la difficulté de publication, puisque je n'ai pas pu publier ma thèse comme elle aurait dû être publiée, elle aurait dû être publiée aux éditions de la Sorbonne, mais ça n'a pas pu se faire, ce qui montrait que même dans les années 1980, il est déjà très difficile de dire des choses pareilles. Ensuite, évidemment, vous me direz, alors on n'a rien su. Si, on a su. Parce qu'une école historiographique américaine absolument remarquable, qu'on a qualifiée de révisionniste, non pas du tout parce qu'elle révisait l'histoire des camps de concentration. Vous savez d'ailleurs que ça a donné lieu, pour ceux qui connaissent le dossier, ça a donné lieu à beaucoup d'ambiguïtés, parce qu'on a voulu faire croire qu'aux révisionnistes, ça voulait dire négationniste, et que ces gens étaient de vilains gens. En fait, à partir de la fin des années 1950, un courant historiographique américain a mis en cause la thèse officielle de la guerre froide, celle que je vous ai énoncée tout à l'heure. Les États-Unis, preux chevaliers, Saint-Georges terrassant le dragon, viennent sauver une partie de l'Europe et l'arracher aux tourments de Staline et de l'armée rouge. Et ça, c'est toute la dette qu'on doit à quelqu'un qui est mort en 1990, qui s'appelle William Appleman Williams, dont rien n'est traduit, c'est caractéristique de cette connaissance qui nous a entièrement échappé, et qui,
par son PhD paru en 1952, qui porte sur les relations américano-russes de 1780, vous voyez, les bolcheviks n'y étaient point encore, à 1947, a montré que les États-Unis s'étaient mis à détester la Russie quand la Russie avait décidé, pays impérialiste faible mais impérialiste tout de même, quand la Russie avait décidé une expansion vers la Chine du Nord et avec des chemins de fer, et que là, ça s'était très très mal passé. Non pas du tout parce que la Russie tsariste persécutait les Juifs, faisait des pogroms, pas du tout. Exclusivement sur ce terrain. Et William Appleman Williams montrait ce qui s'était passé jusqu'en 1947. Bon. Il a fait ensuite un ouvrage dont la première édition remonte à 1959 qui s'appelle The Tragedy of American Diplomacy, pas traduit, qui est le classique des révisionnistes. Alors, je ne peux pas vous dire, vous verrez, en lisant le livre, il y a des notes, il y a beaucoup de notes. Ça m'est parfois imputé à reproche, il y a trop de notes. Les notes font droit au mérite extraordinaire de ces historiens révisionnistes qui ont une œuvre énorme entre les années 1960 et, dirons-nous, au moins jusqu'aux années 90, sachant d'ailleurs que même les non-révisionnistes sont à peu près d'accord sur les choses. Si vous voulez, la grosse différence, c'est que le courant révisionniste était un courant de gauche. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été complètement démonétisé en France. On expliquait que c'était la nouvelle gauche, la New Left, qu'elle était marxiste, marxisante, que tout ça méritait d'être laissé à la poubelle ou au panier, et que par conséquent, il ne fallait pas contaminer la France par des œuvres pareilles. Vous en trouverez des tas d'éléments, mais il faut que vous sachiez pourquoi nous ne savons rien et pourquoi finalement l'historiographie de Sciences Po a pu s'imposer. Parce que quand vous empêchez la liberté d'expression, et en l'occurrence quand vous ne traduisez pas tous ceux qui avaient démontré, vous savez, moi j'ai vu des archives et des archives et des archives, quand je lis mes collègues révisionnistes américains, je me dis, bon, tant mieux, j'en ai trouvé d'autres, mais finalement, que pratiquement, enfin que presque tout était dit depuis la période dont je vous ai parlé. Alors, les archives nous contraignent donc à démontrer que les césures qu'on nous a enseignées depuis notre âge le plus tendre, en particulier que la guerre froide avec Moscou expliquait toutes les césures chronologiques, eh bien, cette explication n'est pas discutable, elle est fausse. Parce que la réalité est sans rapport avec ça. La Première Guerre mondiale ressemble, malgré évidemment de très pesantes apparences et des phénomènes réels, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale se ressemblent énormément. Elles se ressemblent par les protagonistes, elles se ressemblent par les projets respectifs. Et le programme, je vous l'ai dit, de 1918, c'est un programme avec le petit naïf, de liberté totale des mers, des mers mondiales, de liberté totale sur les fleuves européens, enfin bref, de libération des colonies, c'est joli, c'est tentant, ce qui a incité beaucoup de chercheurs en France, enfin peut-être moins qu'on ne pense, à expliquer que les États-Unis étaient anticolonialistes. Non. Ils avaient besoin, comme tout le monde, je veux dire dans la sphère capitaliste, de matières premières à très bas prix. Ces matières premières à très bas prix étaient largement contrôlées par leurs rivaux européens qui s'étaient taillés des croupières dans le monde entier, qui, eux,
en effet, payait les matières premières très peu chères, exploitait la main-d'œuvre dans des conditions dont on nous parle un peu plus aujourd'hui, et par conséquent, rien ne permettait qu'ils fussent exclus de cette manne. Ça vous explique qu'en 1918, il est question de discuter de droits à établir, tenant compte tant donc des intérêts des puissances coloniales à établir, donc ils n'étaient pas établis, et des droits des peuples colonisés. Vous voyez ce qui était très, très séduisant. Bon. Et alors, avec la déclaration de l'Atlantique, on n'en est pas là. Hein. C'est Churchill qui est amené le 14 août 1941 à signer une déclaration selon laquelle il fallait quand même renoncer aux colonies qui avaient été arrachées au peuple, signé par Churchill. Je vous rappelle quand même que Churchill, ancien lord de l'Amirauté, est une espèce de symbole par excellence de l'impérialisme britannique, hein, de cet empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, vous connaissez, voilà. Alors, la guerre froide là-dedans, bon, ce qu'on ne sait pas, c'est par exemple que dans la reconstruction de l'Europe, qui était le même objectif en 1918 qu'en 1945, dans la reconstruction ou dans le remodelage de l'Europe, eh bien, il y avait une base très importante qui s'expliquait par les relations extrêmement fructueuses entre le capitalisme américain, impérialisme le plus puissant, et l'impérialisme qui apparaissait comme devant être le deuxième plus puissant, le jeune impérialisme allemand. Les relations capitalistiques et les relations commerciales étaient importantes, surtout capitalistiques, et par conséquent, les États-Unis de Wilson voulaient absolument que l'Allemagne fût le fondement, la base de leur installation définitive en Europe. Ce qui explique que, bien que les États-Unis eussent été fort enclins à régler des comptes avec l'Allemagne qui voulait mettre le nez dans son arrière-cour et partout ailleurs, le programme eût été à ce moment-là de repasser accord avec l'Allemagne. Mais c'était tout à fait contradictoire avec les réparations. Comment vouliez-vous que fussent consenties des réparations aux pays vainqueurs militaires? Je dis bien vainqueurs militaires. Au contraire de ce qu'on nous explique, les États-Unis ne sont pas le vainqueur militaire de la Première Guerre mondiale. Comme il se trouve que d'abord, je lis beaucoup les historiens, ensuite je fais de l'histoire et depuis de très longues décennies, eh bien, mon voyage m'a permis de montrer que la Première Guerre mondiale avait été gagnée sur le plan militaire par la France, l'Angleterre, voilà, la Russie jusqu'à ce qu'elle fasse défaut, mais enfin tout de même, ça n'était pas les taxis de la Marne qui avaient arrêté les divisions allemandes, ce qu'on m'avait fait croire quand j'étais lycéenne et qu'on faisait quand même de l'histoire sérieusement dans les lycées. C'était quand même le rouleau compresseur russe, un peu faiblard, mais tout de même, qui avait arrêté la moitié des divisions. Donc, pas de réparation. Et alors, ce qu'on ne sait pas, qu'il sait en France, c'est que comme il s'est passé peu de temps entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les très jeunes de la première étaient des gens rassis, mais encore tout à fait aux avant-postes dans la deuxième, de sorte que qui ont été les plus féroces combattants des réparations dans la conférence de Paris? Par exemple, les frères Delos. Frères Delos, vous dites, un ministre des Affaires étrangères, le grand frère, et puis un responsable des services, des services secrets, Holland, le petit frère, mais aussi les animateurs de la plus grosse, du plus gros cabinet d'affaires de New York, pratiquement le plus gros cabinet d'affaires, un des plus gros cabinets d'affaires des États-Unis, dont toutes les affaires d'avant 1914 et les affaires de l'entre-deux-guerres étaient des affaires, j'ai tort de dire toutes, une très large partie des affaires européennes étaient des affaires allemandes, qui ont été
les plus féroces censeurs des réparations, les frères Delos et toute leur cohorte de financiers, sachant, alors ce qui est complètement ignoré en France, vous savez, nous avons avec Sciences Po une histoire de dirigeants diaphanes qui n'ont aucun rapport, qui n'existent pas dans les rapports sociaux, dont on ne sait pas, si on sait quand même qu'ils ne sont pas prolétaires, hein, on a l'impression qu'ils vivent bien, mais personne ne sait qu'il y a une espèce de tourniquet permanent entre la possession des capitaux, des plus gros capitaux des États-Unis, et le service d'État. Qui sait que tous les ministres sont présidents, directeurs généraux de tous les plus grands groupes industriels et bancaires? À peu près personne. Ça ne se dit pas en France. Ça manque tout à fait de distinction. Bon. Ils sont pourtant tous keynésiens. Ils devraient s'intéresser à Keynes et au rôle qu'il a joué dans voilà. Et d'où il vient socialement. Voilà. Enfin, en tout cas, ce sont des choses qui ne sont pas dites. Et pourtant qui animent, qui rendent compte des réalités de la première, de la pré-première, de la deuxième, de la pré-deuxième guerre mondiale, sans parler évidemment de l'entre-deux-guerres. Bien. Bref, mon affaire n'ayant aucun lien avec l'idéologie, bien que l'idéologie, j'en conviens, éclate dans les archives, hein, mais aucun lien de causalité fondamentale avec l'idéologie, eh bien, j'ai vite compris, parce que les archives ne permettent pas de faire autrement, ni la lecture des historiens sérieux, j'ai vite compris qu'on ne pouvait pas comprendre le plan Marshall, que je décris souvent, sans voir les étapes décisives qui expliquent une politique de prêt dont le plan Marshall n'est qu'un petit morceau, un tout petit morceau. Comme disait très bien celui qui a été mon deuxième directeur de recherche, le très honnête Jean Bouvier, il le disait, lui, dans les années 70-80, encore qu'il m'eût chargé de démontrer qu'un petit peu de dépendance conduirait à beaucoup d'indépendance. Nous avons eu un désaccord formel parce que je lui ai dit non, monsieur Bouvier, moi, ce que je trouve dans les archives, c'est que cette dépendance du début allait dicter une dépendance finale. Je dois vous le dire, comme dans les années 1980, les thésards, et qui étaient à l'époque des thésards d'État, bénéficiaient, il faut le dire, d'une grande liberté d'interprétation, mon directeur de thèse m'a permis de soutenir une thèse dont la thèse était absolument antagonique avec la sienne. N'est-ce pas? Sans me punir pour autant, ce qui, je le dis, et il y a là des jeunes gens, ils pourraient le confirmer, ce qui me semble absolument incompatible aujourd'hui avec les perspectives possibles en histoire contemporaine. Et donc, je comprenais que le plan Marshall n'étant qu'un petit bout, il fallait montrer comment il s'était élaboré, c'est-à-dire comment s'était élaborée cette politique de mondialisation américaine, de mondialisation exprimée notamment par le dollar unique référence, et tout ça s'était fait entre l'accord anglo-américain de pré-bail, c'est-à-dire entre le 11 mars 1941 et la capitulation britannique, avec beaucoup de mal, du 23 février 1942, c'est-à-dire l'accord de pré-bail. Les accords de Bretton Woods, alors vous savez, les accords de Bretton Woods, c'est comme le plan Marshall. Ah, le plan Marshall, j'ai oublié de vous le dire. Le plan Marshall, à chaque fois qu'en France et en Europe et dans la zone américaine, une difficulté se manifeste quelque part, mais alors pour n'importe quoi. Hein. Il y a des problèmes dans les banlieues, un plan Marshall, vite un plan Marshall. J'ai même fait la recension, j'ai cherché dans les archives du Monde, il y a 124 pages. Je ne sais pas si vous me croirez. À mars 2023, j'ai encore vérifié en lisant, vous voyez,
124 pages sur le plan Marshall. Le dernier en date, c'était je ne sais plus quel grand financier qui disait qu'il fallait qu'on fasse un plan Marshall sur la construction, vous voyez. Bon. Alors le plan Marshall, c'était la solution à tout. Eh bien non. Les accords de Bretton Woods, en revanche, qui ont littéralement accablé la Grande-Bretagne, qui lui ont infligé une défaite mais monstrueuse, ont été ensuite complétés par le prêt à l'Angleterre, qui fait dire à certains de mes collègues, je ne vais pas citer le chef de file, j'ai déjà cité, que Roosevelt n'a songé, contre un congrès de mauvaise humeur et faisant pression sur l'administration, n'a songé qu'à sauver l'Angleterre. Écoutez, les pro-impérialistes officiels anglais ont, lorsque la Grande-Bretagne a signé le fameux prêt du 6 décembre 1945, signé par Keynes, qu'on ne connaît pas assez, parce qu'il avait une histoire, Keynes, pas celle de la sécurité sociale. Pas sa face obscure. Voilà. C'est-à-dire, elle n'est pas obscure. Oui, elle n'est pas obscure en réalité. Elle est obscure en France, demandez donc si elle est obscure en Allemagne, où son fameux ouvrage sur les conditions économiques de la paix l'a posé en champion contre les réparations et lui a donné un prestige en Allemagne absolument énorme. Et une série de rééditions, peut-être 20, peut-être 30, dans l'entre-deux-guerres, vous voyez. Il fait partie de ces germanophiles qui, quelquefois, d'ailleurs, s'aperçoivent qu'il faut que la germanophilie ait tout de même des limites, vu la situation difficile pour l'Angleterre. Eh bien, ce prêt a été qualifié par les impérialistes officiels de Munich économique. Je ne vous fais pas dire ce que ça signifie pour une Angleterre qui avait symbolisé le fameux apaisement qui se trouve avoir été étudié par énormément d'anglophones et par moi-même, ce qui m'a valu aussi quelques déboires. Bien. Alors, quel était le problème posé ? En 1890, comme en 1918, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait d'éliminer des rivaux commerciaux, sachant que le premier, comme les révisionnistes l'ont fait observer depuis des décennies, le premier d'entre eux n'était pas la malheureuse Russie, parce que la malheureuse Russie, on peut la détester, elle est toujours faible. À l'époque, elle avait 33 000 kilomètres de frontières, bon, elle en a un peu moins maintenant, quoique, et donc, ce n'était pas la Russie. La grande question du XXe siècle, c'est la rivalité américano-britannique. Je dirais que c'est l'unique. Pourquoi ? Parce que à l'époque à laquelle dont le livre traite, les États-Unis sont dans une situation impossible. La crise a été terrible, leur commerce extérieur a été abattu, leur vache à lait, leur pactole des exportations de capitaux, notamment en Allemagne de 1923 aux années 1930, s'écroule. Ils ne peuvent même plus exporter de capitaux. Enfin, c'est terrible. Comment éliminer le premier commerçant du monde? En 1939, la Grande-Bretagne, ça fait quand même le tiers du commerce mondial. Et cette Grande-Bretagne a eu l'idée saugrenue de se sauver de la crise, relativement. Elle a d'ailleurs eu une chute beaucoup moins importante que les États-Unis, en passant cet accord, en organisant cette conférence d'Ottawa, en juillet-août 1932, qui a abouti à la proclamation officielle de la préférence impériale, c'est-à-dire au triomphe des accords bilatéraux, évidemment hors dollar, hors devise même, qui permettait à la Grande-Bretagne de souffler un peu après la terrible décennie 1920. Je dois vous dire, je me sens tenu de le faire, que nous avons bénéficié
d'un chercheur spécialiste de civilisation britannique qui, je ne dis pas ça pour faire la publicité de mon éditeur, mais il se trouve que ça a été publié par mon éditeur, ça a été publié chez Collin en 1993. Un ouvrage qui s'appelle L'histoire économique de la Grande-Bretagne depuis 1873 de Richard Farnetti, et qui, déjà, mettait en cause ce qu'il appelait le mythe de l'aide américaine et qui démontrait que les États-Unis avaient ruiné l'Angleterre. Ce qui lui a valu à mon pauvre collègue de se faire traiter de marxiste à manier avec des pincettes dans une bibliographie d'agrégation et de Capes de 1997, et ce qui lui a valu d'être totalement éliminé, les choses ayant progressé, de la bibliographie de 2007 sur l'Europe, où il n'était même plus mentionné. Vous voyez, c'est vous dire comme la liberté d'expression a cheminé proportionnellement à l'ouverture des archives. Bien. Comment donc liquider la base des capacités de récupération européennes? L'accord bilatéral. Le fameux accord bilatéral que, on le remarquera, certains se mettent à promouvoir ces temps-ci, alors même que les États-Unis n'ont qu'une solution. Établir le dollar comme monnaie exclusive du commerce international et se heurter à un problème délicat que j'aborde, que je traite dans l'ouvrage. C'est-à-dire, comment faites-vous pour ruiner le commerce de ceux qui commerçaient très bien entre eux, par les accords bilatéraux, hors devise, alors même que vous vendez des produits extrêmement coûteux et que vous ne pourrez pas commercer en dollars parce que vous n'achetez, vous, aucun autre produit, enfin, vous n'achetez d'abord pratiquement aucun produit des pays équivalents ou sous-équivalents aux vôtres. C'est-à-dire que vous n'achetez pas de produits industriels. Or, comment commercer en dollars quand les pays européens qui voudraient bien éventuellement commercer avec les États-Unis ne peuvent rien placer aux États-Unis? Si, c'est vrai. Ils peuvent placer les produits de leurs colonies. Mais les États-Unis veulent que les colonies disparaissent à très vive échéance. Et je vous signale d'ailleurs qu'en la matière, la Grande-Bretagne, ruinée la première, a été la plus rapide. Hein? Alors c'est vrai qu'elle s'est battue sur des morceaux, mais enfin, elle a lâché les gros morceaux dès 1947. Hein? J'ai expliqué dans d'autres travaux pourquoi la France a pu profiter d'un petit sursis, comme disait un de nos hauts fonctionnaires. Nous avons un sursis dans le lâchage de nos colonies. Bon, donc, il faut prêter des dollars. Mais si vous prêtez des dollars, vous allez prêter jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à toujours. Et c'est tout le mécanisme qui est mis en place à Bretton Woods. Pourquoi j'ai utilisé un peu les archives américaines? Elles sont très discrètes sur Bretton Woods, en tout cas les publiées. Mais les archives françaises sont d'une richesse tout à fait extraordinaire. En particulier, les archives de la Banque de France qui vous permettent de comprendre que le projet mûr, absolument mûr, il n'a pas changé entre 1942 et 1944. C'est le même. Le projet du Trésor, c'est-à-dire de Morgenthau et de White, ceux qu'on nous présente, vous le savez, comme de grands réformistes, quasi-révolutionnaires, sinon bolcheviques, parce que pendant la guerre, d'abord ils étaient juifs, alors ça faisait très mauvais effet, à une époque où, quand même, dans les milieux élevés américains, il ne faisait pas tellement bon être juif. Alors ils allaient trouver leurs deux juifs de service, lesquels étaient quand même très compréhensifs à l'égard de ce capital financier WASP,
puisque ni Morgenthau ni White n'avaient jamais desservi les intérêts des grands groupes. Je le montre, je crois, après mes collègues révisionnistes, de manière, enfin les archives le montrent de manière très démonstrative. Et donc, il fallait tordre le bras de la Grande-Bretagne, qui était déjà très tordue depuis 1939. Il faut quand même que vous ayez en tête, je ne sais pas si on le sait aujourd'hui, que dès 1940, la Grande-Bretagne cède des bases. Et puis que ça continue. Et puis qu'elle signe des accords qui interdisent la vous entendez bien, la réexportation de tout produit équivalent à ce que les Américains livrent. Mais comme les Américains livraient tout, des Rangers aux munitions, la Grande-Bretagne, à partir de 1941, Eden l'avait accepté dès septembre 1941, n'avait plus le droit de réexporter. Vous comprenez le contrôle sur le commerce extérieur que tout ça établissait bien avant Bretton Woods. Alors voilà, l'Angleterre est le cobaye. Les autres aussi, tout n'a pas commencé évidemment dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est un cobaye qui, essorié, sert de modèle à tout le monde. Et comme mon ouvrage porte en très large partie sur la France, eh bien j'ai montré comment la France a été traitée également. Alors je dirais, est-ce possible, pire encore que l'Angleterre, à tous égards? Et alors il y a des mauvais esprits qui diront, oh là là, mais évidemment, les notes sont pour l'essentiel des notes d'archives originales, ou évidemment de grands historiens, issus des travaux de grands historiens. Mais c'est vrai que je suis obligé de citer mes propres travaux, mais pas du tout parce que je me vénère, mais parce que je suis un peu solette sur la perspective de l'analyse impérialiste depuis le tournant du 19e siècle. J'aimerais bien ne pas être solette. Je viens de vous parler du cas de mon collègue Farnetti, mais je suis un peu seul. Donc, vous voyez, n'y voyez pas du tout de vanité d'auteur, pas du tout. Si vous saviez ce que j'aurais été contente que dans les 40 ans qui viennent de s'écouler, de jeunes historiens soient en mesure d'exploiter les archives. Ben non, j'ai pas du tout. Alors, voilà, conquête des marchés, acquise avec Bretton Woods, pré-bail. Alors, le pré-bail, c'est tout et n'importe quoi. Je n'ai pas le temps ici de vous le dire, mais vous verrez, il y a des gens qui se diront quand même, elle détaille. Mais vous comprenez que si je n'avais pas été précis sur les dispositions économiques, d'ailleurs, voilà, je suis toujours accusé d'instruire à charge. Écoutez, si des collègues trouvent des dossiers originaux, pas à charge, ils viendront nous les soumettre. Je n'en ai pas trouvé. Vous savez que c'est au point que, revenant, je vous l'ai dit, au Quai d'Orsay, j'ai photographié toute la documentation. Tout. Au point que une personne qui m'est très proche me disait en permanence « Tu n'as pas compris. C'est pas possible, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris la disposition. » Je traînais la personne en question devant l'écran. Et elle me dit, vous savez ce que c'est que quelqu'un de nos générations à qui on explique qu'on ne nous a pas laissé les surplus, qu'on les a payés, je ne sais pas, 150 fois le prix, même plus que ça. Je vais vous donner un exemple parce qu'on ne peut pas imaginer ce que sont les exigences des États-Unis. Vous en aurez une idée dans la succession des accords dont le pire est, pour ce qui concerne la France, les accords Bloom-Burns. Alors, les uns et les autres, vous direz, bah oui, avec les misères du cinéma. Je vous dirais que les misères épouvantables du cinéma, de cet accord du 28 mai 1946, qui prévoyait jusqu'à 13 semaines par trimestre de cinéma américain. Alors vous faites les calculs, 13 semaines, c'est le trimestre. Bon,
Alors, inutile de vous dire que j'ai détaillé. Hein. Alors là, pas de chance, je n'ai pas pu détailler avec les archives américaines, figurez-vous. Muettes. En 1946, il y a une fois un mot, vous verrez, il y a movie, enfin, un mot, hein, de la négociation sur le cinéma. Mais alors les archives françaises, qui ruinent la thèse de collègues et de personnalités très éminents, qui nous ont affirmé que les accords Bloom-Burns avaient, somme toute, tout à fait bien contribué à la reconstruction de la France. Écoutez, c'est une catastrophe. Comme tous les accords étaient une catastrophe. Donc moi j'ai cité les diplomates. C'est insignable. C'est imprésentable devant un parlement. Mais me direz-vous, pourquoi ont-ils signé ? Alors c'est une grande question. Totalement exclue par l'historiographie de Sciences Po et sa cohorte de personnes éthérées qui n'ont aucune appartenance sociale. C'est que ce que montre le pré-plan Marshall comme le plan Marshall, c'est que ces gens sont allés à ce qu'ils estimaient une catastrophe pour des raisons qui leur permettaient, elles, d'échapper à des catastrophes jugées plus graves. Qu'on me comprenne. Les classes dirigeantes en France et en Europe avaient, ce qui est aussi tabou, fait un choix dans la crise qui était ce qu'on pourrait appeler un choix continental. Les États-Unis étaient infernaux. Ils avaient aggravé la crise d'une manière épouvantable. On ne pouvait pas faire avec eux. Donc il fallait faire avec l'autre puissant, l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle la période de l'apaisement, qui n'est pas du tout un apaisement d'origine politique, ou exclusivement politique, bien sûr, qui a des aspects politiques tout à fait marquants. Mais tout simplement qui consiste à faire des affaires avec le puissant qui éventuellement va coûter très cher en termes d'intérêts nationaux, mais va préserver les vôtres. Et ça m'a amené à ce qui est tabou, mais que, heureusement, grâce à une certaine liberté éditoriale, j'ai pu montrer depuis plusieurs décennies, c'est que il existe des groupes dominants qui peuvent s'en tirer très bien, même quand un pays s'effondre. On l'avait vu dans les relations américano-allemandes, pensez par exemple au contrôle américain à partir des années 30, des années 20, et de la fin des années 20 et des années 30, de l'automobile, d'une partie de l'automobile allemande. Pensez à Opel, 100% General Motors. Pensez à Ford, Ford Cologne devenant en pleine crise, puisque le rachat est de 1931, Ford Cologne devenant la plus grosse usine, le plus gros ensemble américain à l'extérieur, qui dépasse à l'époque la plus grosse filiale, c'est-à-dire Ford Dagenham, anglais. Eh bien, me direz-vous, mais pourquoi ils ont accepté de vendre ? Parce qu'ils s'en sont sortis. Ils s'en sont même très bien sortis. Et la réflexion que nous pouvons nous faire à la lecture des archives des périodes antérieures, c'est que ça éclaire l'acceptation de l'effondrement industriel, de l'effondrement culturel, parce que finalement on s'en sort. Autrement dit, j'ai fait une étude, je dirais socio-historique, qui va dans le sens de ce qu'expliquait avec toujours beaucoup d'humour grinçant, les renseignements généraux de Vichy après Stalingrad.
Bon, la bourgeoisie française, qui était très pacifiste dans les années 30, avec les conséquences que vous savez, est devenue très belliqueuse, mais elle trouve que les Anglais et les Américains n'avancent pas assez, vu que c'est les Soviets qui se battent. Voilà, qu'est-ce qui va se passer après Stalingrad ? Et ils protestent contre la lenteur extraordinaire du front anglo-américain, je vous rappelle quand même, hein. En mai 1944, 6% de la guerre, le front anglo-américain. Hein. Encore 60% du côté du front de l'Est. Et le reste, figurez-vous, le tiers restant, vous savez, là, ce petit Zakouski de la résistance intérieure, armée, mal armée d'ailleurs, 30%, plus de 30%. On est en mai 44. Et c'est un général vichiste rallié, comme tout le monde, à partir de d'octobre-novembre et même un peu avant, rallié aux États-Unis, qu'il écrit. Donc, dans ces conditions, nous avons un groupe social et socio-culturel qui s'accommode très bien de ce que ce même groupe socio-culturel trouve catastrophique pour les intérêts français. Et alors, ça m'a amené aussi, évidemment, à mettre l'accent, ce que j'avais fait déjà par ailleurs, sur des espèces d'anticonformistes, enfin de gêneurs. De Gaulle, que les États-Unis détestaient cordialement, mais alors une haine qui valait celle qu'ils vouaient au Parti communiste. Hein. Une haine, mais inextinguible, que j'ai analysée dans des ouvrages antérieurs, qui n'a pas du tout régressé, bien que De Gaulle eût affirmé depuis la fin 1943 que lui seul, et c'était vrai, était capable d'affronter en France la force communiste, qui serait le seul à pouvoir la vaincre, etc. Donc De Gaulle. Si le Congrès est un zéro sur le plan extérieur, ce que les révisionnistes et moi-même démontrent, De Gaulle est un zéro sur le plan économique. Car qui gère l'économie ? Le grand capital privé et ses grands serviteurs. C'est-à-dire au premier rang, la fameuse inspection des finances, qui nous est aujourd'hui aussi familière, voilà que les archives nous la rendent dans des périodes plus anciennes, c'est-à-dire le summum de ce qu'on peut appeler les lieutenants du capital financier. Un groupe de grande qualité, dit mon collègue spécialiste d'un des gouverneurs de la Banque de France, Fayertag, qui a fait une biographie d'un de nos grands banquiers, et qui nous dit que c'est un groupe de grande qualité. C'est pas du tout un groupe qui défend ses intérêts privés. Si, il défend ses intérêts privés, incontestablement. Alors je donne plusieurs exemples, parce que mes collègues ont expliqué, tous mes collègues, je dirais mes collègues connus, médiatisés, vous expliquent volontiers que pourquoi est-ce qu'on a accepté tout ça ? Comment nous sommes-nous livrés au vent frais de la concurrence libre et non faussée ? Parce que nos fonctionnaires adoraient la liberté. Ils disaient même que le manque de liberté avait provoqué les guerres. C'est le discours américain. Ah bon ? Mais mes collègues, on avait fait des résistants. Des résistants de 43-44, vous voyez ? Après novembre 42, il n'y en a pas un qui s'est pas rallié aux Américains. Mais les mêmes hauts fonctionnaires, je les suis depuis quelques décennies. C'est les hauts fonctionnaires qui ont représenté le courant pro-allemand, tous, de la période 1930-1942, 43, pour certains 44, rare, hein, rare. Bon. Et donc, ce ne sont pas des vichisto-résistants, concept, vous le savez,
qui n'existe dans aucune archive, mais qui a connu un grand succès à Sciences Po depuis le début du XXIe siècle. Pas du tout, ce ne sont pas des vichisto-résistants. Ce sont des vichistes, ce sont d'anciens apaiseurs, ce sont d'anciens pro-allemands, et alors évidemment, hein, j'ai les archives, hein, qui évidemment ont fait leur mutation américaine. Non, leur transition. Leur mutation, et qui ont décrété qu'ils adoraient le vent frais de la concurrence, mais qui, dans les archives, nous avouent encore quelques petites choses, heureusement. Bien. Eh bien, voilà. Vous me direz, c'est quand même curieux, pourquoi ne sait-on rien? Eh bien, et alors, je dois dire, j'ai fait un ouvrage, vous voyez, très économique, très culturel aussi, puisque j'ai montré comment la guerre culturelle... tout à fait peaufiné par l'Office of Strategic Services, et avec quels intellectuels et de quelle qualité. Il faut quand même que vous sachiez qu'à l'OSS, on a recruté la fine fleur de l'Ivy League, de la Ligue du Lierre, et Harvard, et Princeton, et Yale, ils y étaient tous pour développer les Area Studies, les études de zone. De zones du monde, c'est-à-dire établir la tutelle culturelle. Vous ne pouvez pas réussir une conquête économique sans la doter de l'appareil culturel et de l'appareil politique qui s'impose. Alors je vous ai parlé du grand capital, je vous ai parlé des hauts fonctionnaires, je ne vous ai pas parlé des partis. Alors là, eh bien, j'ai évoqué De Gaulle. De Gaulle était absolument opposé à cette tutelle américaine. C'est incontestable. Il n'en avait pas les moyens, mais comme il faut toujours rendre hommage à ceux qui ont fait des efforts, eh bien, ma foi, les archives permettent de rendre hommage à De Gaulle et d'éclairer son départ de janvier 1946, dont il faut que vous sachiez qu'il n'est aucunement dû aux disputes des partis, comme il l'a dit, n'est-ce pas? Mais l'incapacité d'accepter la catastrophe qui se profilait depuis la deuxième moitié de 1945 et qui allait aboutir à la signature sous un gouvernement tripartite à tête socialiste qui allait aboutir à la signature des accords Bloomberg. De Gaulle ne voulait pas la politique allemande des États-Unis. De Gaulle, vous le savez, tenait à l'Empire, assez intelligent pour comprendre que le sursis était écoulé. Il a fini par s'y appliquer à son retour aux affaires, mais De Gaulle était un Churchill de l'Empire, il faut tout de même bien le dire. Et puis le Parti communiste, qui est intéressant à étudier, d'autant qu'en 1945-1946, on peut se dire, tiens, il a eu quelques responsabilités. Vous allez voir comment ces responsabilités ont parfois duré 3 semaines, parce que les États-Unis, aidés par leurs amis, dont Jean Monnet, vous entendez souvent parler de Jean Monnet, et ben vous en entendrez encore beaucoup parler, puisque, voilà... dans ton livre. Dans mon livre, voilà, puisque Jean Monnet a, avec la SFIO, le MRP, etc., vidé en peu de semaines, 2-3 semaines, un malheureux ministre de l'économie nationale, Billaud, dont on eût pu penser que peut-être on le tiendrait au courant des tractations à venir. Je ne peux pas dire négociation, les États-Unis ne négocient jamais. Jamais. C'est comme ça et c'est pas autrement. D'ailleurs, je vais le démontrer tout de suite. Keynes, vous savez que les Anglais ont beaucoup d'humour, incontestablement, beaucoup d'humour. Alors de temps en temps, Keynes s'est permis de l'humour. Par exemple, il a dit en novembre 1945, à son aréopage américain de grands financiers, puis alors quel financier, hein,
Bon, écoutez, vos surplus, c'est-à-dire tout ce tout ce que les Américains avaient laissé du Rangers au matériel militaire, enfin, un bric-à-brac dont ma génération voyait encore les bribes sur les marchés. Keynes dit un jour à ses éminences, bon écoutez, on va être gentil avec vous, on vous propose 5 millions de dollars, mais vraiment à tout casser, et puis pour vous rendre, il leur dit pour vous rendre service. Alors il se heurte à forte affaire. Hein. Le secrétaire au Trésor, Vinson, avec des maîtres du marché du coton, William Clayton, qui lui disent c'est pas compliqué, vous voulez pas nous acheter les surplus et tout ce qui va avec, vous voulez pas nous les acheter? Il n'y a pas d'accord. Et naturellement, Keynes, avec son ambassadeur, qui a été, il faut le dire, Halifax, qui a été le symbole des symboles de l'apaisement. C'est le secrétaire au Foreign Office de Chamberlain. Et donc c'est le secrétaire, c'est l'ambassadeur qui est en quelque sorte le symbole de la capitulation devant les États-Unis. Eh bien, la Grande-Bretagne va devenir la vache à lait des surplus avec les Français. Dans des conditions qui sont absolument ahurissantes et contre lesquelles, ma foi, ceux qui se dressaient n'ont pas pu faire grand-chose. Voilà ce qui ressort de la lecture des archives, voilà ce qui explique les choses, voilà ce qui explique que nous ayons eu à la fois des hauts fonctionnaires d'une remarquable lucidité, remarquable, et d'une totale faculté de capitulation. C'est ça qui est passionnant dans les archives. Vous avez 20 pages qui vous disent que c'est insignable, après quoi on vous dit on va le signer. J'ai oublié de vous dire l'essentiel. Mes hauts fonctionnaires, mes inspecteurs des finances, comme avant-guerre, et je dirais depuis que l'inspection des finances existe, vous le savez, on l'ignore parce que c'est tout à fait inconvenant en France. Appartenant à des familles de la très haute bourgeoisie financière, en règle générale, ou les ralliant par mariage, mais en général, le ralliement est très rare. Hein, voilà, ont oscillé entre le service de l'État, quelquefois très court, et le service des banques privées. N'est-ce pas? Ça avait commencé avec la Banque de France privée, ça n'a même pas changé quand la Banque de France a été réformée en 1936 et théoriquement nationalisée en 1945. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils entraient dans les banques. Or, les banques, c'est quelles banques? Est-ce que vous pensez, franchement, qu'un haut fonctionnaire qui avait été attaché financier à Washington, qui entrait à la banque Lazare, dont il devenait, dans l'année qui suivait, un des plus importants détenteurs de capitaux, certes, beaucoup moins que les deux plus importants, mais tout de même, très important. Comment pouvait-il considérer les affaires américaines, la banque Lazare étant une banque franco-américaine, comment pouvait-il penser que les exigences américaines étaient contradictoires avec ses intérêts? Eh bien non, il ne le pensait pas. Autrement dit, les archives permettent de remettre non seulement un squelette, mais de la chair sur les gens qui sont les maîtres de notre sort. Et voilà comment ce que j'ai décrit ici met en application le précepte
qui avait été énoncé à la mi-juillet 1941, je ne fais pas d'erreur. Lorsque le général Doyen, qui dirigeait la partie française de la commission d'armistice de Wiesbaden, donc un éminent général vichiste, avait en réalité, par la plume d'un diplomate de haute valeur, qui allait être d'ailleurs le second de notre ambassadeur à long terme à Washington, Henri Bonnet, ne pas confondre avec Georges, hein. Lui, c'est la phase américaine de la, je dirais, de la docilité. Donc, second d'Henri Bonnet, et très pro-atlantique pendant une période. Quand on lit ses mémoires, on se rend compte que son optimisme atlantique a un petit peu fraîchi au fil des décennies. Donc, la plume d'Armand Bérard avait inspiré à Doyen cette lettre à Pétain en juillet 1941. Les États-Unis sont les principaux vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ils seront les vainqueurs toutes catégories de la deuxième, de la guerre. Il appelait ça la guerre précédente. Hein. Seront les vainqueurs contre lesquels personne ne pourra résister. Inutile de vous dire que l'Union soviétique, qui intervient souvent dans cet ouvrage, notamment sur la question des réparations. L'Union soviétique est un petit moucheron dans les archives, hein, et dans mon ouvrage aussi. Quoi qu'il arrive, le monde devra, dans les prochaines décades, se soumettre à la volonté des États-Unis. Voilà ce qui, grâce à ce que Francis Saunders appelle la guerre culturelle, et dont je montre les premiers déploiements en France, voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, nous ne savons toujours rien de ce que nous devrions savoir depuis, en gros, entre 30 et 50 ans. Et voilà qui démontre que on ne peut faire de bonne histoire qu'avec les instruments classiques de l'historien, dont font usage d'ailleurs mes collègues des autres disciplines que l'histoire contemporaine. On ne peut faire de bonne histoire et d'histoire indépendante qu'avec les archives non destinées à la publication. J'en terminerai sur ce qui est une conclusion plutôt habituelle des présentations que je vous fais. Bravo. On va passer peut-être aux questions de public, mais juste avant, je voulais préciser deux petites choses, parce que c'est générationnel, destiné aux gens qui vont regarder la vidéo, à propos de deux choses qui sont pour nos générations, je vais parler d'Annie et de moi, très concrètes, et puis d'un autre aspect qui plus purement relève des techniques monétaires, c'est lié d'une part au surplus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on avait vos âges, les plus jeunes d'entre vous, il existait en France, un peu partout, des boutiques, des magasins où on vendait des surplus de l'armée américaine. Des vêtements, des godasses, tout. Ah là, j'ai bouleversé mes contemporains. Oui, ça paraît difficile à imaginer, de la même manière qu'il existait des bases américaines que De Gaulle il les a tous foutus dehors. Hein. On a parlé. Oui, mais quand même, le pauvre Vigny est arrivé que tardivement. Tardivement, hein. Mais il l'a quand même fait à telle enseigne. Là aussi, ça bouleverse beaucoup de gens. Par exemple, les étudiants de Dauphine, quand je leur apprends que Dauphine, c'était le quartier général de l'OTAN en Europe, avant que De Gaulle les foute dehors et qu'ils aillent à Bruxelles. Et l'autre aspect purement économique, c'est que, et qui explique beaucoup de choses, y compris le thème du livre, le plan Marshall, pourquoi ce plan, pourquoi ces prêts, pourquoi ces facilités de caisse, on dirait aujourd'hui, en tant que commerçant auprès de son banquier. C'est parce que tout simplement, pour les raisons que vous a donc expliqué Annie, le dollar étant la monnaie unique, c'est le cas de le dire, pour les échanges internationaux, il y avait un gros problème pour se faire de l'argent, parce que pour vendre leurs produits industriels,
puisqu'ils n'acceptaient pas d'en acheter de leurs partenaires, soi-disant, ils étaient obligés de prêter, puisque le seul moyen d'obtenir des dollars, quand vous n'êtes pas américain, que vous ne les imprimez pas, c'est de vendre aux Américains. S'ils refusent de vous acheter quoi que ce soit... Vous ne deviez que leur acheter. Et donc, à partir du moment où il faut qu'ils achètent, comment se procurer des dollars? Eh bien, vous avez tout compris. Ben voilà une des raisons fondamentales, mais simples à comprendre, pour lesquelles il fallait mettre en place des choses du type du plan Marshall, des prêts de toute nature. Il fallait faire des prêts à la consommation, hein, à l'ensemble des autres pays industriels concurrents. Et puis il fallait faire des prêts aux États. Dans des conditions qu'il était impossible de ne pas détailler. Alors, j'ai dit que j'avais fini, je n'ai pas tout à fait fini. Oui. C'est-à-dire qu'il faut le dire, et ça n'est pas simplement parce que j'ai mauvais esprit, c'est vrai, j'ai mauvais esprit, mais n'importe quel historien a mauvais esprit. Hein. Il était indispensable d'analyser quelque chose d'absolument tabou, c'est que nous avons des dirigeants qui ont été obligés de mentir en permanence. Du parti, je ne dirais pas aux plus hautes sphères, parce que les plus hautes sphères ne sont normalement pas en contact avec nous. Elles ne sont en contact avec nous que par les instruments qu'elles financent, c'est-à-dire la presse, etc. C'est-à-dire qu'il a fallu tout le temps mentir. Comme c'était imprésentable au Parlement. On dirait qu'il y a des parlements extrêmement compréhensifs. Je vais vous donner un exemple. Quand on a dit aux Norvégiens, comme aux Anglais, comme aux Français, qui s'étaient fait détruire une partie considérable de leur flotte, qui était leur instrument de commerce, leur élément de richesse du commerce extérieur. Comme on dit très bien... les éminences américaines. Mais pas du tout, vous n'avez pas du tout besoin de reconstruire une flotte. On va vous donner nos navires excédentaires. C'est les fameux Liberty Ships. Alors ça a l'air d'une blague, hein, parce que les Liberty Ships, vous savez qu'ils étaient dans un état effroyable, et puis comme ils étaient rivetés, enfin ils cassaient. Ils cassaient, ou je sais plus, enfin ils cassaient. Bon. Ils étaient dans un état affreux. Les Américains n'en pouvaient rien faire, mais, comme disait Clayton, mais enfin, on évitera la surproduction dans les pays européens. Ils vont nous les racheter. Donc, vous voyez, ça fait partie du contentieux des surplus. Bon. Vous voyez bien quels sont les intérêts absolument contradictoires. Comment est-ce que vous pouvez reconstruire votre flotte si vous êtes obligé d'acheter des coucous abominables? Bon, je pense que même certains des plus jeunes, là, ont une petite idée de ce qu'a représenté l'achat d'un certain nombre d'avions, même d'avions militaires, n'est-ce pas, qui sont régulièrement écrasés. Ben, si vous voulez, les Liberty Ships, c'est ça. Bon. Alors, comment les faire accepter? Eh bien, par des tas d'accords secrets. Alors, je vous donne un exemple. Il paraîtrait que les États-Unis ont fini par contrôler nos finances, mais alors tardivement, vous voyez, à cause de Moscou aussi. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils ont exigé, nous prêtant sans arrêt de l'argent, d'être au courant. Et dans le premier des accords que j'analyse, qui est l'accord de décembre 1945, vous verrez, un accord épique, si je puis dire, eh bien, comme c'est vraiment insignable, et comme là, il va falloir ratifier. En décembre 1945, c'est un peu embêtant, parce que les élections récentes n'ont pas amené à l'Assemblée que des bonnes volontés. Comment on va faire? Eh bien, on va faire des articles secrets. Ah ben, non. On va retirer un article, et puis on va en faire une lettre particulière de notre attaché financier, vous savez, celui qui est devenu le banquier de la Banque Lazare, au secrétaire au Trésor Vinson, qui a remplacé en juillet 1945 Morgenthau, qui avait une position pas assez anti-soviétique. Bon, bien qu'il ait rendu grand service.
Et donc, une lettre spéciale autorisant les États-Unis à recevoir, quand ils le demanderaient, ou quand ce serait nécessaire, vu que c'est eux qui jugeraient de l'opportunité, ce serait tout le temps, ils auraient communication de l'état permanent de nos finances. Et je donne des exemples de ce qu'est l'examen, surtout sur ce qui se passait au Liban, parce que vous savez que la France y avait des intérêts coloniaux, etc. Et alors, le summum du summum qui vous explique le chapitre 8, je reconnais qu'est un peu copieux, mais des lecteurs m'ont dit, des prélecteurs m'ont dit, écoute, c'était quand même difficile de faire autrement. J'ai détaillé ce que j'appelle le millefeuille, parce que c'est un millefeuille, des accords Bloomberg. Parce que il y a le gros morceau du millefeuille. Il y a les accords qui ne sont pas du tout des accords d'aide à la reconstruction, c'est des accords de règlement des dettes de guerre. Comme c'est les États-Unis qui en fixent le montant et qui ne tiennent pratiquement pas compte de l'énorme effort financier et industriel qu'a fait la France, comme disait Eisenhower en janvier 1945, c'est bien simple. Il n'y a pas un kilo de charbon qui nous échappera pour le front. Je lui en laisse la responsabilité et on a les chiffres. L'aide réciproque, ça s'appelait comme ça, française ou anglaise, est réduite à quasi rien. Par contre, ce sont les États-Unis qui fixent les dettes de guerre. Alors le gros morceau du millefeuille, c'est-à-dire l'accord sur le règlement des dettes de guerre, parce qu'il paraît qu'ils auraient effacé nos dettes de guerre, il est monstrueux. Je n'ai jamais vu de ma vie un accord aussi vicieux. Mais un de mes très proches, qui a beaucoup travaillé avec les États-Unis, m'a dit « Mais non, là, alors là, pour le coup, tu te trompes. » Celui qui ne croyait pas aux archives, avant de voir les archives, m'a dit « Mais non, pas du tout. Les accords avec les États-Unis, par exemple dans la sidérurgie, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire des accords dont on vous dit que ce n'est pas un contrat. Parce que les clauses du contrat seront établies dans la période à venir. Donc vous ne savez jamais ce que vous signez. » Vous me direz, mais elle exagère. Mais non. Donc il a fallu que je montre. Il y avait un article, mais l'article était démenti par une clause secrète annexe. Et il y en a de partout. Alors ça, c'est le gros morceau. Les accords sur le cinéma, tout le monde les connaît, ils sont publics. On ne sait pas exactement pourquoi, mais je contribue à expliquer pourquoi. J'ai des collègues américains de très bonne foi et très sérieux qui ont montré ce qu'avait représenté la liquidation de fait du cinéma européen. Bien qu'il nous reste des petits éléments, n'est-ce pas, c'est peu de choses. Et puis, dans certains pays, ça a été la liquidation pure et simple. Vous savez pourquoi ça n'a pas été totalement la liquidation chez nous? Parce qu'on avait une industrie du cinéma c'est la première au monde, entre les deux guerres. Et qui avait une combativité extraordinaire. Bon. Alors, il y a ça. Il y a les accords annexes. Il y a les déclarations d'intention, pas ratifiables. Alors, je vous donne un exemple. Mon mari a eu, ça y est, je l'ai dit, mon mari a eu beaucoup de peine à me croire. Là, il m'a dit, mais c'est pas possible, tu te trompes. Les Américains, vous savez que nos destructions, les destructions de nos ports, celles-là ne sont pas allemandes, elles sont américaines. Les destructions par les bombardements particulièrement inefficaces, je vous renvoie à mon ouvrage sur les élites françaises et sur la non-épuration, les destructions étaient énormes. Et en nous détruisant beaucoup, en détruisant tous nos ports, les Américains avaient détruit leurs installations. Ils avaient détruit leurs raffineries. Déclaration d'intention. Les Américains seront considérés comme des ressortissants français et seront indemnisés des destructions occasionnées à leurs installations. Ah bon? Bien. Vous me direz, la France n'a pas été la seule victime. Tout le monde a été logé à la même enseigne. Je l'avais montré pour le cas des Suédois. Voilà. Bon, vous me direz, mais on a détruit les Suédois. Non, mais des clauses du même ordre. Bon, et puis, ça va se nicher dans une déclaration d'intention pas soumise au Parlement. Bon.
Et puis les brevets allemands, on en avait un peu dans notre petite zone de rien du tout. Et bien les Américains ont, dans cette déclaration d'intention, demandé le bénéfice des brevets allemands. Mais il n'y a jamais eu de brevet allemand dans leur zone qui soit attribuable à leurs alliés. Aucune. Vous comprenez, tout ça, j'étais bien obligée de montrer que c'était écrit quelque part. Bon, mais les représentants du peuple n'ont pas été amenés à en juger. Et vous savez ce qu'on leur a raconté sur les accords sur le cinéma. C'est-à-dire que, parce que un des avant-postes, je dirais, de la docilité à l'égard des États-Unis, c'est-à-dire Hervé Alphand, qui a eu une carrière atlantique extraordinaire. Je ne sais même pas d'ailleurs comment il a pu rester sous De Gaulle aussi longtemps ambassadeur aux États-Unis. Mais enfin, il faut vous dire que De Gaulle l'a mis au supplice. Je pense qu'il a été très content quand il a été remplacé. Bon, mais ce haut fonctionnaire qui donnait des renseignements, je le montre, qui donnait des renseignements aux Américains que la décence nationale oblige à juger absolument contradictoire avec ses fonctions, ma foi, avait accepté, comme toute une série de l'appareil qui est allé aux États-Unis, absolument toutes les clauses. Et je dois vous le dire, j'étudie dans l'ouvrage le rôle de la SFIO, parce que le rôle de la SFIO est un rôle particulier. Le MRP a fait mine d'avoir des positions gaullistes. C'est faux, parce que les archives américaines sont féroces sur Bidault. Et il faut bien dire que De Gaulle était très seul. Il était très seul, et je dirais qu'un de ses compagnons, le grand diplomate, je dis grand diplomate, le seul diplomate français qui, le 17 septembre 1940, est démissionné pour ne pas cautionner ce qui est la capitulation française, et non pas les conditions, la demande des conditions d'armistice. C'est-à-dire Raymond Brugère, qui était vraiment un gaulliste de fait, qui n'avait pas rejoint De Gaulle, hein, mais qui était un vrai gaulliste. Dont nous parlerons prochainement lors de la réédition préfacée par Annie de son grand ouvrage Veni Vidi Vici. A été nommé deuxième personnage du Quai d'Orsay, et personnage presque le plus important, pendant 3 semaines. Lui était outré. Il a d'ailleurs été évincé parce qu'il a tellement outré les États-Unis que c'était impossible de le conserver. Eh bien, il le dit. Il dit, nous avons des partis, nous avons des élites, nous avons des dirigeants qui n'ont plus été capables de mesurer les intérêts nationaux et qui ont pensé que les États-Unis étaient la solution à tout. Ce qui vous explique, alors que nous ne connaissons une historiographie, finalement, qui ne nous décrit que la dépendance épouvantable des communistes, ici ou ailleurs, à l'égard de Moscou. Nous avons une ambassade des États-Unis qui a été purement et simplement le quartier général de tous les partis anticommunistes et anti-gaullistes, je dis bien MRP compris, car le MRP était fondamentalement anti-gaulliste, comme le montre le cas de Bidault, qui sort essorillé des archives américaines. Mais alors, essorillé, je le dis. C'est comme ça, il faut accepter d'avoir de la peine, et il faut accepter les choses en face. Je reconnais que c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'on nous raconte. Il n'empêche, je dois le dire, la SFIO a été la plus soumise et le plus tôt, parce que la SFIO n'a même pas fait semblant d'être vigilante à l'égard de l'Allemagne, ce qui n'était pas le cas du MRP, qui a maintenu la légende un certain temps en disant que s'il ne maintenait pas la légende, il s'effondrait et qu'il ne pouvait pas laisser aux communistes le monopole
de la défense des intérêts nationaux. Vous verrez, les archives américaines sont absolument Lisez le livre. épouvantables. Et donc, ma foi, il faut tout de même le reconnaître. Personne n'a négocié, les Américains ne négociant pas. Les hauts fonctionnaires, y compris le gouverneur de la Banque de France, n'ont jamais négocié, c'était comme ça et c'était pas autrement. Mais Blum n'a servi à rien. On vous dit les accords Bloomberg sur le cinéma et sur le reste. Blum a fait de la représentation de propagande au Canada et aux États-Unis pendant tout son séjour dans le Nouveau Monde entre mars et mai 1946. Il n'a participé à aucune séance, aucune. Je l'ai comparé, et je maintiens fermement ma comparaison, à René Belin, signant, lui, le second de Jouot, qui aurait dû être le secrétaire général de la CGT, signant en novembre 1940 le décret de dissolution de son organisation syndicale, la CGT, et en octobre 1941, la charte du travail qui était, comme l'a dit très bien Paxton, dans la France de Vichy, une machine de guerre contre le syndicalisme français. Ça y est, j'ai fait mon petit côté. Là, donc, la conclusion, vous l'aurez compris, alors, je ne m'adresse pas aux gens qui sont présents, très nombreux, puisqu'ils ont déjà le livre, pour la plupart, donc plutôt à ceux qui vont regarder cette vidéo. Il faut évidemment lire le livre. Là, exceptionnellement, on ne va pas enregistrer des questions-réponses. Je vous inviterai les personnes qui sont là à poser vos questions en même temps que vous ferez dédicacer le livre. J'ai peut-être été long. Pendant le petit pot qu'on a pris. Moi, c'est 9h. Oui, peut-être pas 9h. Il est 9h15. Mais ça va. Mais si on te connaissant, si on se lance, ne serait-ce qu'avec quelques questions, ça va nous amener fort tard. Donc, posez vos questions tout à l'heure en vous faisant dédicacer le livre ou en prenant un verre tous ensemble, mais on va conclure là-dessus. Conclusion, j'ajouterai simplement là encore pour les gens qui regardent la vidéo et les jeunes générations, que pour comprendre ce sur quoi insiste Annie sur la vassalisation de nos élites et les dictats américains, vous en avez une idée très présente, il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui. Regardez l'Allemagne par rapport à la destruction du Nord Stream qu'elle a financé quand même à moitié. Ils s'écrasent tous, ils savent très bien qui a fait le coup. Regardez le comportement de nos dirigeants comme Macron, etc., sur les accords qui sont signés et autres. Et sans parler évidemment de tout ce qui n'est absolument pas public. Donc c'est vous dire que le plan Marshall, eh bien, va vous expliquer, en tout cas, maintenant qu'il nous est enfin expliqué par Annie, va vous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et qui peut paraître un petit peu bizarre et mystérieux sinon. Donc, merci. Tant il est vrai que finalement, on ne peut appréhender le présent que quand on dispose des éléments du passé. Excusez-moi d'enfoncer cette porte ouverte, mais tout de même, avec la destruction de la discipline historique aussi sérieuse que la destruction de la discipline mathématique, de la discipline du français, des langues anciennes, etc., eh bien, voilà, ça n'est pas un dernier truc, à mon avis, important que j'avais oublié de préciser, c'est que pour ceux qui vont lire, évidemment, le livre, ils vont vraiment comprendre, à la lumière déjà des explications préliminaires que vous a données Annie, non seulement l'affaire du Nord Stream et tous ces genres de choses, mais surtout, ils vont comprendre ce que c'est qu'un ordre mondial basé sur des règles et des ordres fixés par les États-Unis. Voilà. Alors là, ça a commencé. Ça avait commencé avant, mais là, on en a une idée assez claire. Le format est bien fixé. Là-dessus, encore merci, bravo Annie. Merci. Merci beaucoup. Là, maintenant, pour signer, je reste plutôt là, non? Oui. Non, oui. hein, Non, reste là, je vais te faire la place. Et